Au milieu de cet océan austral qui s'étend à perte de vue jusqu'au pôle sud, à 525 km de Tahiti, Rurutu est un rocher en forme d'Afrique. Un rocher minuscule de 36 km², avec 30 km de tour, bordé d'un platier peu profond. Mais c'est certainement la plus originale des îles australes, ces îles que Sir Stevens appelait île du Capricorne, parce que situées aux alentours de ce tropique. L'aéroport de Rurutu est récent. Il se trouve au nord-est de l'île, à Unaa. D'habitude, l'avion arrive du sud et longe le grand rocher qui domine Moerai, le village principal, avant de se poser. Pour le voyageur qui arrive par avion, l'accueil de Rurutu, c'est d'abord cette route pittoresque que nous allons voir, qui est taillée au flanc du grand rocher et qui surplombe la mer. C'est aussi l'odeur du basilic sauvage, de ce myrrhe qui fait corps avec la brousse de l'île, ou encore de ces fleurs de roseau qui poussent très bien ici. L'accueil que Rurutu réserve aux visiteurs de Marque, nous allons le voir sur des images de la visite de Madame Dijou au printemps dernier. Le voir et aussi l'entendre, car ce hyménée de bienvenue a été chanté à cette occasion. Cela s'est passé à Hauti, le village le plus isolé de l'île, parce que situé sur la côte au vent, moins bien protégé, mais de ce fait, combien plus accueillante. Tout Rurutu s'y est retrouvé pour faire bon accueil, en chantant, en buvant, en offrant des cadeaux et en mangeant abondamment, comme il se doit. Pourtant, les visiteurs de Marque, ce n'est pas tous les jours. À Rurutu, la vie de tous les jours est quelque peu différente de celle des autres îles de Polynésie. Elle est imprégnée, comment dirais-je, de sens communautaire, de tradition collective. Cet esprit de communauté, nous le voyons ici, au poupou de tressage d'Avira, comme nous le verrons plus loin dans la culture ancestrale du taro. Ici, les femmes aiment bien se retrouver pour travailler ensemble, bavarder ensemble, chanter ou plaisanter ensemble. Ceux qui ont des amis Rurutu savent que cette aptitude communautaire est très originale, tout comme le sens de l'économie, de la continuité et même du travail, surtout du travail en groupe, qui caractérise chaque Rurutu, même s'il vit loin de son île. Mais revenons à Hauti, le village de la côte sauvage, pour mieux le regarder. Ces plages, battues par la mer, possèdent un sable éblouissant. Disons aussi qu'il n'est pas question d'ancrer un bateau par ici. La côte est trop ventée, il n'y a pas d'abri. Mais c'est le coin le plus pittoresque de l'île. Voici les maisons de Hauti, ses enclos. Voici son bord de mer.
Rouroutou est connu pour ses péoués, ses chapeaux, donc son pandanus, le vrai pandanus. C'est à Auti que nous avons filmé le séchage des paeore, à la sortie du village, sur un joli pré vert exposé au soleil, face aux maisons alignées au pied des collines. Ces feuilles de pandanus seront taillées, effilées, blanchies, avant de finir en chapeau ou en péoué, à moirai ou à papete. Tout en haut, sur la crête, là où l'on peut voir en même temps Auti et Avera, on réalise vraiment ce qu'est le paysage de Rouroutou. Une ligne uniforme de collines vertes, au creux desquelles des maisons de pierre, dans des jardins enclos de murs, entourant le temple blanc à toit rouge, comme pour se réfugier contre lui. Auti à l'est, nous faisons un panoramique pour voir de l'autre côté Avera. Avera à l'ouest. Avera, dont l'étroite passe a dû être autrefois, souvent, rougie par le sang des baleines et des baleineaux. Nous en reparlerons. Pour notre part, nous n'avons vu que ce vieux pêcheur qui va mettre sa pirogue à l'eau pour aller à la pêche. Tandis que le long de la plage, sur le chemin qui le longe, le vent joue sa délicate musique entre les aiguilles des haïtos. Mais à Avera, il y a Mitara. Mitara Alves, née Manaté, institutrice, conseillère municipale, et aussi cheftaine. Cheftaine pour une très délicate charge. Autrefois, dans notre village d'Avera, la population a voté une cheftaine pour gouverner les affaires des femmes. Hein. Alors, l'avant-dernière des cheftaines que j'ai connues, c'est Madame Maïraou, née Mara, qui s'appelle Atora. Et puis cette femme a vécu jusqu'à s'en recommander à toutes les femmes. Par exemple, quand les grosses têtes arrivent, le tavanade, le chef du village, vient la prévenir que voilà, nous avons un bateau qui arrive, il y a tant de personnes qui vont venir. Et après, il faut préparer des cadeaux, des tas de trucs préparés pour le matin, pour les recevoir. Le tavanade s'en va, la femme appelle ses mains droites pour venir, et puis elle fixe les cadeaux, elle nomme telle chose il faut faire, telle chose il faut faire, et les deux mains droites passent dans tous les villages, dans toutes les maisons pour prévenir à telle femme et telle femme, toi, voilà ta responsabilité, tu vas faire ceci, et toi, tu vas faire cela, et toi, tu vas faire cela. Entre Avera et Moirai, entre ces deux principaux villages, Rouroutou peut s'enorgueillir d'avoir la meilleure route traversière de toute la Polynésie française. Alors qu'à Tahiti, nous en sommes toujours au rêve. Dans cette île, cela fait 6 ans que cette route, par-dessus crêtes, cols et vallées, est percée, remblayée, mise en service. Il faut dire qu'elle n'a que 5 km à peine. Mais elle est empierrée et goudronnée depuis avril dernier. Et pour l'instant, c'est la seule route goudronnée de l'île et même de toutes les Australes.
cette route traversière, serpentant à travers taraudières et plantations de café, on débouche sur Moerai que voici, Moerai le chef-lieu. Moerai où se mêlent encore pharés en bois de style colonial et maisons d'endure plus récentes. Tous cependant ont leur enclos de murs blancs, peints à la chaux, rappelant certains atolls ou même certains villages de Normandie ou de Bretagne. De Moerai, Sir Stephen disait qu'il n'y avait pas de plus riant, de plus coquet, de plus amène dans tous les archipels, y compris les îles du vent. Aucun, écrit-il, n'a cette gaieté, cette assiette de bourg bien bâtie, cette fraîcheur, ni cette variété de couleurs. Et je suis bien d'accord avec lui, même en regardant avec regret la petite église catholique de Moerai, quelque peu abandonnée. À la sortie nord de Moerai, au-dessous du grand rocher rempli de légendes, notamment celle de la sirène voleuse de Taro, nous allons découvrir ensemble, à nouveau, l'esprit de communauté des gens de Rurutu. Voyez ici ces taraudières verdoyantes, bruissantes, à perte de vue. Du bord de mer jusqu'au fin fond de cette grande vallée, chaque famille de Moerai, et il en est de même à Avera ou à Hauti, chaque famille de Moerai donc possède son champ de taro. Ces champs en terrasse, à cause de la pente du terrain, ne sont pas sans rappeler les rizières de montagne du sud-est asiatique, dont ils ont les mêmes diguettes, la même terre inondée, la même irrigation. L'eau est captée en tête de vallée, à la rivière, avant d'être conduite et répandue à travers tous les champs. C'est cette eau courante qui rend si fin le goût des taros de Rurutu. Eh bien, l'entretien de cette eau, de sa libre circulation, est de tout temps du devoir de tous. Et tout le monde s'y conforme, nettoyant les déversoirs, désherbant les talus et les ruisseaux. Aucun n'a jamais manqué à cette tâche commune, car chacun sait qu'il suffit qu'un seul champ soit mal entretenu pour que toute la communauté en pâtisse. E tapa era tu taro pape no se hare ri tu mo wa tanu taro e nari ya tata ri tu tanu mo apura e tapura to e tairo to pape nari tu aputaro e yauti e ya maru te ra repo iri ara tu e pai ke uru tu ia te provina ji te taiti e uri te vori e yauti na iri ara te vovo i ti ona no io e yauti iri ara tu e tanu e te mo te taro tira. Comme dit Maivarwa, le fils aîné du maire, on cultive au moins une vingtaine de variétés de taro à Rurutu. Le taro rapa, le manaura, le taro apo qui jaunit à la cuisson au lieu d'être violet, le taro veo un peu cuivré. C'est l'aliment de base des Rurutu, comme le riz pour les Asiatiques. Et on le mange de plusieurs manières, dit Maivarwa. En popoi, tuipoi ou poetaro, et aussi en tiromi pour accompagner le poisson et la viande. Peu mataro e tataruritu mai te tau e taro mai te man e roto I tona orara mai te orara o se tata maoi e kai mai te tatu orara te man yoran aere tato me pui paire. Et c'est à travers cette culture en communauté que les Rurutu ont appris la solidarité. Plus d'une personne s'est d'ailleurs posé la question. Cet art agricole, ce sens de la communauté, de la prévoyance, qui distingue si fort les gens de Rurutu, d'où leur venait-il?
Eh bien, le maire, Toromona Teuruari, descendant direct du dernier roi des Rurutu, tout comme son fils Maivaroi, semble les attribuer à l'enseignement d'hommes étrangers venus sur l'île il y a longtemps, des hommes à peau rouge. Nous allons les écouter en compagnie de Jacques Tehaiura, conseiller territorial et conseiller municipal de Rurutu. Maivarua i roto i te aai taito o Rurutu e iauto e te mauputa i papa ia te pro iara e watairo mai te mau initia i Rurutu nei e promo ani te me te anita oe apapu me te reita vai e promo no te mea ki taumata mua watai mai e piti o puta te te penu Rurutu nei hatai yati airi e apiti yati auro Yati uro. Ilo te tora wa taina mai te whenua Rurutu nei, wa tama i rau. E te tama i raua, wa upau yati airi. E wa toe mai te toe o yati auro, ruhare ratu i te apa i nairo, i le tui te apo. Parau ia te na apo i te rama. I rira to ratu whae raa, e wa parare wha hoona. E te parare ra ona, wa roa mai i itu aitu i reto iana. Effectivement, selon la tradition, dit Maivarua, il y a eu 2 vagues d'étrangers, des Ati Airi et des Ati Ura, sans compter les Ati Paa et les Ati Raufau. Il y a eu des batailles, des tueries, mais les Ati Ura ont battu les autres et se sont multipliés. Ils ont même éliminé les Ati Airi qui avaient régné sur Peva. I roto kiri a tau, wa nene tati airi, i atere te tua no te pewa. E te taira te tau, i riro mai e tia mau aitu e itu, i roto i te ati ura, wa tama i a orau. E te tama i ra, wa pau tati airi, i te ati ura. E prau i a te ati ura, te ia i ari i, mai te tau, e tero mai vitarian. e ate ura o te pro ati uro. E ato na ura. Et que signifie Ati Ura? Ati veut dire race, Ura, rouge, race rouge. E te veni ane ti te mau peu ta e i te ati te uru taura tata. Qu'ont-ils de particulier? Eh bien, ils ont l'habitude de ceindre la tête avec des feuilles de auti et de pousser des cris en travaillant. En tout cas, ils ont débarqué par la passe de Tauini, près de Peva. Tēnei tōratu tāpai ar amai me te inuma nei. Nā Peva mai tōratu te ar amai, ia? Nā Peva mai i roto i te wai Tauini. E muri e, wa anu mai ratu nā vitaria nei e nā moera i e te roatu nā vera? Aita, i roto i te tuatapu paraa, i Peva i oaratu. Te ia nei rā, parau i atu ra tati airi, te Peva i. E i roto i te amana, i ati ura, te ia reni e taro mai vitarian. E te tawana, te parau no te no vitaria. E atwa i tau i tino no te aamu no te vai aer au vitaria nei. Te au vitaria nei. E tae no atu e no te paparamo te mawari mai mua mai amai terei mai. E nene rai apo tātou. E rato i te tau i a matairua tea. Ona te ari tuiro. Nanai anon o mai te au vitaria. Nous avons demandé au maire, et Vitaria. Eh bien, Vitaria, répond le maire, c'était la cité des rois, qui ont établi l'organisation sociale, construit des maisons ovales, des pierres levées, pour servir de dosseret aux sentinelles, qui alors surveillaient les crêtes des montagnes, par où aurait pu arriver l'ennemi. No te ara ai ratu I te pō, no te paru ai tō ratu ai ara, I tiri. Le district de Vitaria, au nord de l'île, district peu habité aujourd'hui, possède une plage et un bord de mer plein de charme. C'est le district des Marais, où, parmi quelques maisons neuves, se dresse
de vieilles demeures. Vieilles demeures qui jouxtent les pierres levées, mises à jour par le service archéologique. Vitaria semble en effet le site le mieux préservé jusqu'ici. En datant les objets au carbone 14, on espère mieux connaître l'histoire de Rurutu. Et tandis que les gens de ce district continuent à s'occuper comme avant, faisant le copra, le séchant, eh bien Raymond Graff, l'archéologue de service au moment où nous y étions, va nous dire ce que le service archéologique territorial a pu faire ici comme étude et comme découverte. Alors nous sommes sur le site de Vitaria qui a été découvert en 62-63 par l'archéologue Pierre Vérin. Ce qui délimite bien cette structure, c'est plutôt ces énormes pierres dressées, ces pierres à dossier que l'on puisse admirer sur ce site remarquable d'ailleurs. Mais les premières fouilles ont été effectuées depuis le 24 janvier 1980 par le département d'archéologie. Certains sondages ont été effectués sur ce marais, principalement sur l'hôtel, que nous disons en tahitien le Ahu, et en Rurutu qu'il prononce Aumua. 8 mètres carrés ont été effectués par les techniciens du département d'archéologie, et parmi ces structures et ces sondages qui ont été effectués, beaucoup de matériel lithique et osseux ainsi que marin ont été découverts. Par exemple, des ossements humains également ont été découverts, où 4 sépultures ont été mis à jour, ainsi que des ossements de porc, des ossements d'arêtes et énormément de pierres de corail, de millepora. Ils ont été découverts et sembleraient être travaillés. Lors de ces sondages aussi, 2 structures de pavage ont été mises à jour, mais qu'ils seront débattus prochainement dans un rapport, un compte-rendu du département d'archéologie pour pouvoir définir ces structures de pavage qui ont été découvertes sur ce marais, où la première fois on vient de les mettre à jour. Également dans la zone de Vitaria, où il y a énormément de structures d'habitat, de plateformes de conseil, de maisons de Hariyoi qui ont planifié et qui sont réparties dans toute la zone de Vitaria, qui a été placée et localisée sur un plan cadastral dont le département a réalisé la réalisation, mais que ce n'est qu'un plan provisoire. Mais nous espérons pouvoir cadastrer tout cela et mettre à leurs emplacements réels. Ce qui rend particulier ces structures, c'est que comme nous pouvons les admirer, ce sont plutôt des structures mégalithiques. Donc il faut supposer que sûrement depuis les temps très anciens et reculés, ces structures ont été positionnées par les habitants de cette île ou les premiers occupants qui ont laissé des traces de vestiges pour la population et le peuple qui existe encore actuellement, pour qu'ils puissent laisser ces traces et qu'ils puissent admirer les œuvres culturelles, architecturales qu'ils ont pu laisser en témoignage de leur occupation. Oui, mais là, par rapport à d'autres îles de la Polynésie, il paraît qu'il y a quelque chose de particulier dans la forme de ces maisons, de ces... Il y a une forme très particulière dans ces maisons, en effet, puisqu'il n'y a qu'à Rurutu que l'on puisse découvrir des plateformes de conseil, des sites d'habitat qui ont une forme très particulière. Ils ont plutôt une forme rectangulaire et ovale également, qui n'ont pas été retrouvés dans aucun autre lieu de la Polynésie, sauf à Rurutu. Revenons vers Avera, vers cette baie de l'ouest, magnifique, mieux abritée que celle de Moerai à l'est. Est-ce parce que Rurutu se trouve dans une zone de mise bas des baleines? Toujours est-il que chaque année, lorsque entre juillet et septembre fleurissent les atae, ces érythrines pourprées que les Maoris de Nouvelle-Zélande appellent Pohutu Kawa, les baleines viennent rôder autour de l'île, dont les eaux calmes permettent sans doute aux mamans baleines de mieux allaiter leurs petits. C'est ainsi que les Rurutu, imitant les baleiniers d'antan, ont chassé eux aussi la baleine en attaquant d'abord le baleineau, avec des barques dont le dernier exemplaire est aujourd'hui exposé à l'aérogare. Mais toi, combien de temps as-tu mis pour construire cette baleinière? Pour construire le baleinière, il faut mettre 2 semaines. Celle-ci?
pour les femmes. 2 semaines. 2 semaines. Bon. Et cette baleinière, la dernière qui reste encore, est-ce qu'elle a participé à des pêches à la baleine? Oui. Elle en a pêché? Elle a été à la pêche à la baleine. Hein. La dernière baleine, je crois, a été pêchée par elle. C'est ça. En quelle année? En 1957. Bon. Mais toi, tu es un charpentier de marine, tu es né ici, tu as vécu ici depuis plus de 50 ans. Tu as construit autre chose que des baleinières. Tu as construit des goélettes aussi, non? Oui, bien sûr. Des goélettes avec mon papa là. Beaucoup? Un seul que j'ai été avec mon papa. Un seul. Il s'appelle Tumoko là. Mais Rurutu, en tout cas, est connu pour avoir construit beaucoup de goélettes, même avant Tahiti. Ah bon? Il y a des goélettes ici, il y a beaucoup. Chaque district avait une goélette. Une goélette. Et actuellement, vous avez le projet de faire revivre ce passé, de reconstruire des baleinières, c'est vrai? Oui, c'est ça. Mais toi, Parao, semble hésitant et on le comprend. Cette nostalgie Rurutu de pêche à la baleine a soulevé un tel tollé que nos amis n'en sont pas encore revenus. Ils avaient choisi du bois, l'ont coupé, fait débiter, scié. Patiemment, ils ont construit une baleinière pour chaque village, dans le secret espoir de revivre une fois par an les heures palpitantes de leurs anciens. Mais leurs anciens n'avaient que cela comme viande avec le cochon. Et en ce temps-là, si l'on n'avait que des scies à main pour construire des bateaux, on n'était pas, comme aujourd'hui, lié par un traité international de protection de la baleine. De cette époque, le Rurutu pourrait appeler peut-être la belle époque. Un pêcheur de baleines, un Teinauri, n'était-il pas le premier roi de Rurutu? De cette époque donc, il reste quelques-uns des anciens pêcheurs de baleines de l'île. Natapu par exemple, qui vit aujourd'hui à Papeete, et Naputu que voici, qui a sa maison près de Moerai. En 1957, à 44 ans, il avait participé à l'une des dernières pêches. Un groupe de baleinières ont pu s'emparer d'une mère baleine. Naputu, tu as attrapé une baleine mère avec son petit. La mère faisait combien de mètres? 20. 20 mètres. Bon. Et la bataille a duré longtemps? Une chose. Une journée. Une journée. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé durant toute la journée. Parle-nous en Rurutu. No te me tira upe Rurutu I nei to tatu uiri I te ra I te te oputa e. No te me te opu era I te ra I te atere o te tau no te mauari. Le to I te atere ai te tau o te ari muere ni te veira te opu era ai ona na teri. E pro I to opu do tuigo. Pe te tau e tene taro mai ti tau. Ce n'est pas n'importe qui, dit Naputu, qui peut ardonner une baleine. Moi, je descends de la famille Tuivao, qui était chargée autrefois de pêcher pour le roi. Bon, et après, une fois que vous avez ramené à terre cette baleine et son petit, qu'est-ce que vous en avez fait? Ai te pai tera tōra I tēmei, te mea te tōra mai a, te whanau anō I tēmei. Te tūno te tawere anō te mea hoeno, ua tāpipiri pe I te taure ni te mai a ua tāpūru, haere tāpūpe I tōra, uri o re tai. Te mana no ai ti auti, ana iro mai te awai tei, ria mai tawere ai tapai mai te awai auti wao. I ani huri atu te mai auti. On a, dit Naputu, ramené le baleineau depuis Haoti jusqu'à Moerai en ramant toute la nuit. La mer a été débarquée à Haoti. On les tire sur le platier pour les dépecer et en faire la distribution. Si l'on ne pêche plus aujourd'hui la baleine pour se nourrir, par contre, la pêche de tous les jours reste une nécessité primordiale. Nous sommes ici sur la jetée de Moerai. Il faut y être de très bonne heure si l'on veut avoir quelques poissons pour le repas du jour. Les potimarara n'ont servi cette nuit que pour se rendre sur les lieux de pêche de fond. Et de fait, les seuls poissons disponibles ce matin sont, comme vous le voyez, des manas, des paruihi et autres poissons de fond.
Marirai, c'est toujours sur la jetée qu'on vient chercher son poisson quand les pêcheurs reviennent. Oui, c'est-à-dire pour le village de Morec, ils ont toujours cette habitude d'aller sur le quai, attendre le baleinière le matin, c'est pour avoir du poisson. Tandis que chez nous, à Avera... Ah bah parce que vous venez d'Avera, oui, vous cherchez le poisson ce matin. Oui, c'est ça. Je suis venu ce matin pour chercher du poisson parce qu'il n'y a pas de baleinières qui sont sortis hier soir. Il y avait tellement un peu, la mer est agitée. Alors c'est pour ça que je suis venu ce matin. Bon, alors pour le poisson, il faut avoir du poisson sur le quai, à la jetée. C'est pas comme à Avera. À Avera, il est obligé d'aller chez le propriétaire, là, ou chez les Chinois, ou alors un type à qui appartient le bateau. Alors tu vas là, tu attends ton morceau de poisson, parce que là, on distribue. On distribue, les pêcheurs vont regarder, il y a combien de clients. Alors si par exemple il y a 10 clients, il faut découper le poisson en 10 morceaux. Alors là, à ce moment-là, tu vas avoir ton morceau et puis tu pèses, tu payes, puis tu pars à la maison. Tandis qu'ici, non. C'est en attrapant le poisson dans le baleinière pour pouvoir attraper ton paquet. Oui. C'est comme aujourd'hui, alors il faut connaître aussi les pêcheurs pour avoir un petit paquet de poissons. Oui, est-ce que c'est cher le poisson? Avant c'était pas cher, mais maintenant ça revient cher, c'est 175 francs le kilo maintenant. Et puis il y en a des baleinières qui ne vont plus à la pêche. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de gasoil, d'essence, et puis l'essence ça coûte cher maintenant. Et puis ce n'est pas pour le moteur hors bord seulement qu'on achète l'essence, c'est pour le groupe électrogène, pour aussi, la lumière aussi. Tu parles là des pêcheurs de Marara? Les pêcheurs de Marara. Qu'est-ce qu'on pêche en général comme poisson ici? Ben, il y a plusieurs pêches de poissons. Mais maintenant, c'est la saison du rouget. Ce n'est plus la saison du thon, parce que le thon, il faut aller en dehors tout à fait, alors pour trop gaspiller de... Et il y a du thon? Oui, il y a du thon, il y a des bonus. Mais ce n'est pas la saison maintenant. Nous, les pêcheurs, on préfère aller au filet maintenant, parce qu'on ne perd pas de gasoline pour la pêche. Et la pêche au large, c'est la pêche au rouget qui est le mieux pour nous, parce qu'on ne dépense pas trop d'essence pour aller. Oui, on y va, on s'arrête, on pêche au fond. On pêche au fond, ou alors avec une petite rame, tu traînes ton... Sinon, mais je crois qu'il y a une spécialité de Rurutu, c'est le Urovena. Oui, alors le Urovena, il faut attraper au large, alors, dans les 1000 mètres de profondeur, 1000, 1200. Et on aime beaucoup l'Urovena ici? Ah oui, il y en a qui aiment beaucoup le Urovena. Le Urovena, alors, on peut cru, ou alors mettre dans le, comment on appelle ça, tunupu oho, à la façon Rurutu, ça. Alors c'est vraiment excellent. Explique-nous un peu. Comment? Cette manière Rurutu de faire le Uravena. Le Uravena, pour le tunupu oho, on dit tunupu oho, c'est-à-dire que tu coupes en morceaux, tu enlèves le machin qui est dehors, qui pique dehors, la peau, et puis tu mets un peu du sel. Alors, pour couvrir, il faut avoir des outils. On appelle ça le outil, mais dedans, c'est le raunono. Raunono dedans. Alors, tu mets ton poisson, et puis tu couvres, tu mets sur le petit feu. Du feu sur le feu. Alors, tu mets du tôle par-dessus le feu, tu mets le poisson, tu fais cuire, et puis au bout de 10 ou 15 minutes, tu vas manger après. C'est vraiment excellent, ce poisson. Alors, les vrais Rurutu aiment beaucoup ce poisson, avec le mana aussi. Et tandis que les hommes sont à la pêche ou dans les champs de taro, les femmes sont à nouveau réunies au faré artisanat pour un travail insouciant et libre. Si elles sont obligées de travailler assis, comme nous les voyons, elles ne représentent pas moins pleinement, il me semble, le sens du mot Rurutu, Ruru groupé et tout debout, debout ensemble. L'esprit d'invention des Rurutu est également à souligner. Regardez ces sandales, fabriquées sous nos yeux avec des cordes de pura.
Maïvarrois a voulu à tout prix nous montrer comment cela se faisait autrefois et à quoi cela servait avant l'arrivée des chaussures et des sandales plastiques. À marcher sur le corail ou sur le fond du platier pour retirer de la mer ce qui peut se manger. Et cela sert bien sûr aussi aux pêcheurs au harpon. À propos de nourriture, il y a à Rurutu une dizaine de magasins épiceries, 5 à Moerai, 3 à Avera, 2 à Auti. Qui achète-t-on? Que peut-on y trouver pour manger si l'on n'a pas de basse-cour ou de porcherie, puisqu'il n'y a pas de marché et à peine une distribution de poissons par jour? C'est la question que nous allons poser à Catherine Arirotima, qui fait restaurant à Moerai et qui dispose de quelques chambres pour gens de passage. Comment mange-t-on tous les jours à Rurutu? Tous les jours, ça dépend. Si on trouve du poisson, on mange du poisson. Ici, on mange beaucoup de poissons. Mais seulement ici, c'est pas très poissonneux, hein. Il faut aller à la pêche. Et comme maintenant les gens travaillent, ils n'ont pas beaucoup le temps d'aller pêcher. Sauf quelques baleiniers qui vont, comment on appelle ça, embarcation là. Oui, vous appelez tous vos baleiniers, vous, avec votre habitude. Voilà. Le petit marara, il y en a maintenant, il y en a beaucoup. Alors ils vont à la pêche quand il fait beau. Mais quand il y a grosse mer et vent, on ne peut pas sortir parce qu'ils pêchent au large. Et à part le poisson, qu'est-ce qu'on met d'autre dans la cuisine? Ben, on va acheter des boîtes de conserve. Par exemple, des punupuatoro, des ito, comme on appelle, c'est des maquerelles, en principe. Hein? Oui. Et ici, ils appellent ça des ito. Et sardines, et avec du riz, on prépare ça, avec des macaronis. Mais de la mer, vous en retirez d'autres choses que le poisson? Ah oui, beaucoup, des fruits de mer, il y a des rouris, il y a des havae, des vanas, des fetoués. Les rouris, vous les mangez frais, je crois, pas séchés? Non, pas séchés. On les mange frais, on enlève la peau qui est dehors et on prépare ça. On met de l'eau dans l'eau bouillante, pas trop longtemps parce que ça devient caoutchouc. Juste à peine 5 ou 10 minutes, et puis on met avec le tailloro, on mange ça. Ou alors, on prépare dans le roux qu'on appelle le fafa, avec du lait de coco et on met au four. Bon. Il y a aussi une autre bestiole de la mer que vous mangez ici, c'est le bernal l'hermine. Eh oui, le bernal l'hermine, on ramasse le récif. Et on fait cuire ça dans le jus de coco, dans le lait de coco plutôt. Et jusqu'à qu'il soit bien cuit, on met quelques maois dedans et puis on mange ça avec du taro. C'est très bon. Je crois que vous consommez aussi des algues de mer. Oui. C'est par saison les algues de mer, c'est pas tout le temps qu'on trouve. Hein. Il y a des saisons, ça pousse. Hein. Il y a des saisons, ils crèvent. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Quand c'est bien vert, on les ramasse et puis on nettoie bien les saletés et on mange ça avec du citron. Voilà pour la vie de tous les jours, ou plus exactement du lundi au vendredi. Vient le samedi et cette île totalement protestante se prépare à vivre un dimanche comme un tapati, un jour de sabbat. C'est le samedi matin que chacun va déterrer les tarots de son champ, en ramène un sac au flanc de son cheval pour le préparer selon les règles. Car le samedi est le Mahanamaa, le jour à nourriture. On doit faire à manger pour le lendemain, car toute activité, même celle de la cuisine, est interdite le dimanche. Tous les samedis donc, les wharetutu, les maisons de cuisine, sont encombrées de monde.
La façon la plus coutumière de préparer le taro à Rurutu, nous le voyons ici. Le taro cuit à l'eau, sans sel, est épluché, puis est écrasé et mis à la frappe avec un pénou de pierre ou de corail de millepora. C'est le tuipoi et il faut bien le frapper, sinon il peut couler. Une fois prêt, on va l'envelopper dans des feuilles de auti pour être mangé de suite ou le lendemain, car il peut se conserver plusieurs jours. Ce tuipoi, c'était, avant la venue du boulanger, le pain des gens de Rurutu, qu'on peut adoucir avec du sucre, de auti, avec des bananes ou avec du lait de coco. C'est alors le poetaro. Pour le tiromi, il ne faut pas abattre. Le taro est simplement écrasé et enveloppé dans des feuilles vertes avant d'être cuit au himar. Le samedi, autour du temple et du Fare Putuputura, qui sert aussi de local pour l'école du dimanche, c'est également le balayage et le grand nettoyage. Tout cela en prévision du lendemain. Et le lendemain dimanche, tout Moerai, tout Avera, tout Auti est réveillé dès 6 heures du matin par la cloche. Alors, tout le monde, ou presque, de propres vêtus, de chapeaux couverts, de chaussures mis, y compris les enfants, se rendent au temple pour l'office du dimanche. Le passant qui regarde tout ce peuple, accouru dès le moindre appel à ce temple de Moerai, dont le centenaire a été célébré il n'y a pas longtemps, ce temple dont les arcs-boutants extérieurs font penser à une citadelle, eh bien le passant se dit que pour les gens de cette île, la religion est à l'image de ce temple, un refuge contre tous les dangers, contre tous les malheurs et tous les ennuis. Mais comment l'évangile est-il arrivé à Rurutu? Nous l'avons demandé au président Marurai, chef de l'église évangélique de Polynésie, mais aussi enfant de Rurutu. Dans l'histoire de Rurutu, il y avait 3 baleiniers qui ont quitté l'île de Rurutu pour aller à l'aventure, pour chercher refuge, parce qu'en ce temps-là, il y avait une maladie qui s'est abattue sur l'île de Rurutu. Et les 3 pirogues sont allées, dirigées chacune par un tavana, comme on dit, et puis 2 des pirogues ont péri. Il reste celui de Aoura, du Tavana Aoura. Ils ont dérivé, pendant la tempête, ils ont dérivé jusqu'à l'île de Maurua, qu'on appelle aujourd'hui Mopiti. Et là, ils ont été reçus par les habitants de l'île. Et c'est là qu'ils ont appris qu'il y a des Européens à Raiatea, qui ont amené l'évangile à Raiatea. Tout de suite, ils se sont embarqués là-bas, à Raiatea. Et à Raiatea, ils ont rencontré les habitants de là-bas.
Et ils ont remarqué aussi qu'il y avait des belles constructions, des belles maisons, construites avec de la chaux. Ils ont rencontré John Williams, qui était à ce moment-là là-bas. Il a déjà fait son travail, annoncé l'évangile dans l'île de Rayoteo. Et puis, Aoura avait entendu parler à Rayoteo de ce Dieu des Européens. On leur disait que c'est un Dieu d'amour, qui aime tout le monde. Il a demandé à ce qu'on les instruise sur ce Dieu d'amour. On les a mis à l'école durant 3 mois. Et après ces 3 mois, quand ils ont acquis quelque chose de l'évangile, ils ont demandé à John Williams à ce qu'il puisse rentrer à Rurutu. Mais John Williams ne les a pas laissés rentrer tout seuls. Il a mis à la disposition de Aoura 2 évangélistes, qui sont Mohamed et Puna. Et ils sont rentrés à Rurutu. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé. C'est comme ça que l'évangile est arrivé à Rurutu en 1821. Cette sortie du premier office, toute empreinte de nonchalance et de dignité, n'est qu'une pause. Les fidèles n'en ont pas encore terminé en effet avec leur devoir du dimanche. À 10h30, il y aura le grand culte et à 14h, le culte de l'après-midi. Sans compter la réunion de chant ce soir de 17 à 22h. Mais pour le moment, il y a une occasion de distraction. En effet, en l'honneur de FR3, on va procéder à un levage de pierre. Le Hawaii Maori d'aujourd'hui ne pèse, vous allez le voir, que 130 kilos. Mais cela suffit pour illustrer cette tradition de Rurutu, une tradition qui d'ailleurs n'a sa vraie place qu'au Nouvel An. Il faut maintenant que nous regardions un peu plus près les enfants de Rurutu. Les plus jeunes, vous les avez tous vus tout à l'heure à l'enclos du temple. Les plus âgés ici pêchent sur le tombant. Mais c'est en semaine. Cela ne se fait pas le dimanche, en principe. En temps ordinaire, les jeunes de Rurutu, comme tous les jeunes du monde, traînent leur ennui. Quelques-uns, les plus dociles, aident parfois leurs parents aux travaux ménagers. Ou même gagnent quelques sous en travaillant le manioc, en le réduisant en farine. Mais le reste. Eh bien, en semaine, il y a l'école. Une école primaire dans chaque village. Cela fait 3. Une école maternelle cette année. Un CETAT et un CES sont prévus. Le stade est en aménagement. Mais le soir, mais le dimanche, à part l'école du dimanche, que peuvent faire ces jeunes gens et ces jeunes filles pour entretenir ce sens de la communauté ou seulement pour ne pas s'ennuyer? Et l'on sait que dans cette île la plus peuplée des Australes, sur 1555 habitants au recensement de 1977, près de la moitié sont des jeunes. Alors pour le moment, ces jeunes, pour qui le cheval reste le meilleur compagnon de jeu, se contentent de regarder Rurutu changer à toute allure. Premier changement, l'installation de la commune. Cette transformation a donné un véritable coup de fouet à l'île. Grâce au FIP, le budget communal permet de nombreuses opérations. Et c'est ainsi que les plaies du cyclone Emma, par exemple, cyclone il y a 10 ans, ne sont plus que de vagues souvenirs. C'est ainsi que l'élevage lui-même est devenu communal, selon la tradition bien communautaire de l'île. Entre Moerai et Auti, le plateau ne manque pas en effet ni d'eau ni de bonnes terres. Alors l'économie rurale a aidé à l'installation d'un élevage bovin moderne. Alors en équipe, on y a planté
du fourrage adéquat et mis à paître les meilleures bêtes à viande, des charolais et des limousins. C'est Atto Picard, agent du service de l'agriculture, qui supervise ce premier élevage communal de Polynésie, comme il supervise le reboisement et la culture du café. La commune a décidé de faire venir ces bêtes ici, c'est pour l'extension de l'élevage bovin ici à Rurutu. Et actuellement, nous avons beaucoup de bêtes maintenant, enfin, vous voyez là. C'est pour essayer quand même d'étendre cet élevage sur toute l'île de Rurutu. De faire des petits. De faire des petits, oui. Bon, combien avez-vous de charolais, combien avez-vous de limousins? Enfin, nous avons un bon taureau charolais là, enfin d'ailleurs qui fait l'extension du pâturage, enfin de l'élevage maintenant. Oui. Et actuellement, nous avons la semaine dernière même coupé beaucoup de taurillons. Et actuellement, nous sommes dans une vingtaine de charolais en ce moment. Oui. Et environ une vingtaine de limousins également. En tout cas, cet élevage est destiné à fournir de la viande à la population. C'est-à-dire la viande à la population, oui. Également, enfin, c'est pour étendre dans toute l'île, enfin, suivant la décision du maire. Alors, nous sommes là pour l'aider aussi. Et périodiquement, il y a toujours un vétérinaire qui vient ici pour voir l'état des bêtes, pour que cet élevage va de l'extension. Bon, voilà pour l'élevage. Côté agriculture, où en est le café? Puisqu'on a fait un effort de replantation depuis 4 ans environ, oui. Est-ce que cet effort a été suivi? Oui, c'est-à-dire dans les 4 années écoulées, nous avons bien fait du café et il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont intéressés par cette plantation. Et l'année dernière, nous avons vu même une augmentation de production sur l'île. Et je crois cette année, puisque la production cette année, je crois ça a encore monté plus que l'année dernière. Bon, mais comme surface plantée, replantée, combien y en a-t-il? Ça a augmenté de combien? L'année dernière, nous avons déjà planté 3 hectares. L'année précédente, nous sommes arrivés aux environs même, à la même surface. Donc nous tournons aux environs de à peu près 12 hectares de café plantés déjà maintenant. Et la cueillette de café, les bras, n'en manque pas? Oh non, ça manque beaucoup ici, parce que enfin, les familles comptent beaucoup sur les enfants également. Mais pour ramasser le café, il y a toujours encore la moitié qui tombe par terre et il n'y a pas de moyen pour tout ramasser ce café. Deuxième changement, l'électricité, puis le pain et maintenant la télévision. Jusqu'à récemment, c'est l'église évangélique qui fournissait le courant électrique. Mais les besoins ayant grandi, une société d'économie mixte s'est formée pour reprendre le matériel de l'église et rendre à la commune la distribution électrique. Conséquence, une première boulangerie industrielle est installée à Moerai, car il faut de l'électricité pour une telle usine, et une deuxième boulangerie devait suivre l'exemple de la première, tandis qu'une troisième est en projet, bref, une pour chaque village. On peut se demander si, à cette allure, les baguettes de pain ne pousseront pas bientôt beaucoup plus vite que les plants de taro. L'installation de la télévision par vidéocassette a été inaugurée récemment par le haut-commissaire. Il reste maintenant à installer un émetteur sur le mont Manureva en principe, le plus haut sommet de l'île. En attendant, on peut voir la vidéo communale à la mairie ou chez Raquel qui fait payer 100 francs la place, le même prix que Marcel le Chinois pour son cinéma 3 fois par semaine. Troisième grand changement, l'aérodrome et la liaison aérienne. Depuis 4 ans,
Depuis 4 ans que la piste est mise en service, ces liaisons assurées par Air Polynésie souffrent toujours du manque de capacité, tant pour les voyageurs que pour le fret. Quand se pose cependant le grand oiseau volant, comme chantent les Rurutu, il apporte du ravitaillement de Tahiti et repart toujours plein avec du taro, des pewé, des chapeaux, une vraie source d'exportation pour les gens de Rurutu. Mais combien d'objets de l'artisanat local ont dû à chaque fois être refoulés par manque de place. La solution vient peut-être aujourd'hui avec la mise en service du Tuhape 2. Quatrième changement, l'augmentation du nombre de touristes. Catherine Ariotima, qui a construit le premier hôtel avec 7 lits, nous dit ce qu'elle en pense. Je crois que le tourisme peut apporter quelque chose à Rurutu, mais seulement les touristes qui viennent ici, ce n'est pas des grands touristes, hein, c'est des gens qui aiment la coutume d'ici, pour voir la coutume d'ici, le paysage, qui admirent le paysage, et notamment on peut les loger chez les habitants. Est-ce que tu ne crois pas que le tourisme peut apporter aussi quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais? Peut-être bien s'il y a foule, hein. Alors les gens ici sont très sévères sur les choses comme ça. Hein. Et tu ne crois pas qu'il y aurait foule? Je ne pense pas. Tant il n'y a pas d'hôtel, il n'y aurait pas foule. Parce que où ils vont loger, hein. Chez les habitants, il y a très peu de chambres. Oui. Et tu ne serais pas pour la construction de grands hôtels? Je ne sais pas, mais on en parle. Mais beaucoup de gens se sont opposés à cette idée-là. Pour ne pas avoir trop de touristes? Pour ne pas avoir trop de touristes. Ils disent que ça abîme l'île, quoi. Est-ce que tu crois que les Rurutu vont continuer à penser comme ça? Ce temps-ci, oui, mais peut-être l'avenir, la génération qui vient après, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être ils vont changer, hein. Ils vont changer d'idée, et puis l'évolution et... Bienvenue à tous ceux qui viennent nous voir, chante-t-on en tout cas à Rurutu. Et les enfants regardent les visiteurs jouer au billard, chez Catherine par exemple, ou boire leur bière fraîche à l'ombre du résinier. Dans leur faré artisanat, cependant, imperturbablement, patiemment, communautairement, les femmes tressent ou cousent. Ici, les dames de Moerai travaillent avec Temana Wahine à un tifaifai pou, un grand tifaifai exécuté à plusieurs. Mais nous ne pouvons quitter Rurutu sans parler de ces grottes. D'abord, il faut rappeler que cette île, soulevée au cours des siècles par un mouvement géologique, présente au flanc de ces collines des vestiges de barrières récifales, ce qu'on appelle les makatea. Eh bien, ces calcaires soulevés, lavés peu à peu par les pluies, ont donné naissance à de nombreuses et magnifiques grottes, avec souvent des stalactites et des stalagmites aux multiples formes, aux 1000 légendes aussi. Celle de la grotte de Vitaya, par exemple, que nous raconte Maivarua.
E roto i te ana, te vai nei te mo o whai, a te rai tatu i te tona tua tapapara. Parau i rā, te vai no te whia mana, no te mau taimera te amuri tora tua tua. Tora tua tua, parau i ai varu ainu. Noro tomai e tai o ia. Te ia tātou tai o ia, noro tomai o nei te ati iri. Tati airi. E tora tu ia tua i rito i tau ano taura. E te ia tua i tora tau, i rito te taimi amuri rā, i naro tomai ratu i te mau apo sere. Cette grotte qu'on appelle Mi'iura était un lieu de culte et de rassemblement. Les grands du royaume venaient ici pour des sacrifices aux dieux. Pourtant, l'un de ces dieux, qui s'appelait Taioaya, était très méchant. Lorsqu'il descendit du trou dans la voûte, il fallait un silence absolu, sinon c'était la mort pour tous. En dépit de cette rigueur, il aidait beaucoup nos guerriers en rendant nos ennemis sans force, ou même Taravana. Narito i tora tua tua. E atua i toro tora tau, e mea manarati i pataratu e whauti. E no te mea te i atua toiro te ie, i roto te tamai e taitini. Te arera te tamai e taitini, e muri o monoma te tamai te o te auroa, na te i atua, i amu te tata, wa amu i e tora tu warua i te whirurira. I a tau i e te muai, te parau i e te tata i te himaa, i a parau i a rato hari roto, e hari o a rato, no te mea i te warua, e atua tau a tatara, i te taumata muaroa, i roto i te ora rau te mau aito, e te ai wara au tara te atere. Te prau no tai o ia, e te prau no ti ana, ti ana io, e amori ana te mau aito i te taumata mua, i roto i tō ratu ora raa, i roto i tō ratu oiri vitari. Te prau i o miura, e te taumata mua. E Yoran. Ainsi, chaque grotte de Rurutu possède sa légende. Te Ana Tawa, située entre Auti et Avera. Te Ana Te Taura, très profonde, qui demande une corne pour descendre. Te Mo Teihe, où vivait un grand lézard mangeur d'hommes. Et j'en oublie. Au terme de ce voyage à Rurutu, regardons une dernière fois les images typiques de cette terre de légende. Ces roseaux en fleurs qui frissonnent au flanc des collines. Ces lys de sable, minuscules étoiles roses ou blanches. Ces champs de taro à perte de vue, gardiens d'une certaine nourriture et d'une certaine communauté. Ces plages ombragées de Haito et ces chevaux de Rurutu, dont on dit qu'ils ont été toujours, même avec la venue de l'automobile, les amis de ces mangeurs de taro et de rori crus. Et qu'on nous permette de formuler un vœu, que tous les bouleversements inéluctables et prévisibles épargnent au moins les chevaux de Rurutu.